La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. J'ai avec moi à nouveau pour cette troisième émission le docteur Jacques Moreau, qui était gastro-entérologue au CHU de Toulouse et qui est spécialiste de ces maladies particulières qu'on appelle les MICI, qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin. Il nous en a parlé en détail, il nous a parlé des diagnostics, il nous a parlé de l'importance de ces maladies, de leur évolution, de l'évolution de la fréquence de ces maladies, en fonction en particulier de la malbouffe, de la manière de manger. Et on va parler des traitements aujourd'hui. Les traitements, il y a plusieurs sortes de traitements. Il y a les traitements classiques. Puis on va dire un petit mot sur ce qu'apporte l'intelligence artificielle dans tout ça. Donc Jacques, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler des traitements médicamenteux de ces maladies chroniques de l'intestin ? Oui, bien sûr, Sylvie, je suis ravi de reparler de ces MICI et de l'aspect thérapeutique, puisqu'il faut absolument éviter les complications parfois sérieuses de ces maladies, soit le recours à l'hospitalisation pour une poussée sévère avec altération générale, infection, soit les sténoses, c'est-à-dire les rétrécissements de l'intestin qui conduisent à des occlusions, soit les fistules, on a vu les fuites de liquide intestinal, l'abcès, la péritonite par perforation, ou à plus long terme, malheureusement, le cancer du côlon. Donc pour éviter tout ça, on donne actuellement des traitements avec une stratégie qui est définie par le médecin expert, mais on verra peut-être que l'intelligence artificielle peut nous aider à choisir la bonne stratégie, notamment ce qu'on appelle les stratégies en step-up, par étapes, où on va partir d'un traitement léger vers un traitement plus fort, ou au contraire, taper très fort d'emblée, pour ensuite alléger le traitement. Donc les médicaments qui sont utilisés, tu en as parlé. Il y a eu de gros progrès. Il y a donc dans les premières lignes thérapeutiques ce qu'on pourrait appeler des anti-inflammatoires, une espèce d'aspirine spéciale pour l'intestin, qui s'appelle les salicylates. Ensuite, il y a les cortisones. Alors, la corticoïde, là aussi, on a inventé des corticoïdes dont la galénique fait qu'ils se délitent dans l'iléon spécifiquement, donc ils ont très peu d'effets systémiques, d'effets généraux, beaucoup moins d'effets secondaires que les corticoïdes classiques. Ensuite, il y a les corticoïdes classiques, donc beaucoup plus puissants, mais avec leurs effets secondaires, notamment sur le squelette, l'ostéoporose. Donc dès qu'on continue au-delà de 3-4 semaines ce traitement, il est impératif de prendre du calcium et tout ce qu'il faut pour limiter le risque de l'os. Et puis il y a l'autre catégorie qui est déjà très ancienne, qu'on appelle les immunosuppresseurs. L'azatioprine et le méthotrexate. Donc c'est des médicaments qui agissent sur l'immunité en général, quand on prend par voie orale, qui a été utilisé pendant des dizaines d'années, avec là aussi quand même quelques effets secondaires. Donc on les utilise aujourd'hui avec parcimonie. Mais la révolution, elle date de maintenant 25 ans, c'est l'arrivée des biothérapies, qui bloquent une des très nombreuses cascades des voies inflammatoires. Ce sont des molécules biologiques, donc pas fabriquées de façon synthétique comme de la chimie. C'est très original d'ailleurs, elles sont fabriquées par des cellules vivantes, mises en culture, et ces cellules qui ont été génétiquement programmées pour fabriquer la molécule dont on a besoin. Les plus anciens datent de 25 ans, c'est l'infliximab. Alors tout ce qui se termine par mab, ce sont les biologiques, c'est les grosses molécules. Donc ils vont bloquer l'anti-TNF-alpha, ils bloquent le TNF-alpha, qui est une des molécules impliquées dans l'inflammation de façon assez générale. Je trouve ça extraordinaire quand même, toute cette évolution et toute la recherche. Et c'est J'ai vécu personnellement cette évolution il y a 25 ans, et ça a été une véritable révolution. Quand on a pu offrir aux patients ce genre de traitement qui coûtait des fortunes à l'époque, il fallait négocier ça. Je me souviens, dans le cadre de comités thérapeutiques, avec l'aval du directeur de l'hôpital, on avait droit à une perfusion. Si la maladie nécessitait une deuxième perfusion, maintenant ça s'est largement démocratisé. Alors il ne faut pas parler de générique, comme dans les médicaments génériques, on parle de biosimilaires. Pourquoi on dit biosimilaires ? Parce qu'en fait, ces molécules étant cultivées dans des souches différentes, elles ne sont pas exactement les mêmes. Elles ont le même effet biologique, c'est pour ça qu'elles sont biosimilaires. Elles ont été comparées dans des essais thérapeutiques en parallèle pour voir si elles avaient le même effet biologique, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Et même l'infliximab qui a été fabriqué il y a 25 ans, il n'est peut-être pas tout à fait celui qui
qu'on le connaît aujourd'hui, parce que les cultures cellulaires ont évolué. C'est sûr, ce qui est biologique, c'est jamais la même chose exactement. Exactement. C'est pas comme un médicament synthétique chimique. Alors ça, c'est les grosses molécules. Les anti-TNF-alpha, dans les grosses molécules, il y a ce qu'on appelle les interleukines. Alors là aussi, c'est très complexe. Je crois qu'on identifie chez l'homme 40 interleukines différentes. T'imagines Interleukines. Interleukines. Ah. Alors, dans ces interleukines, il y en a qui marchent. Il y a quand même des mots en médecine qu'il faut. Alors, celle-là aussi se termine par MAB, ustekinumab, c'est la plus fréquente. Et puis, il y a, dans le nouveau traitement, de toutes petites molécules, celle-là administrer par voie orale, contrairement aux autres qui sont injectées, qui s'appellent les anti-JAK, JAK. Donc, les anti-JAK, ce sont des enzymes qui sont situés à l'intérieur des cellules. Et donc, avec ces anti-JAK, on bloque là aussi un des innombrables mécanismes de l'inflammation. Alors, on peut combiner ces traitements, on fait des combothérapies, et maintenant même, on se lance dans des associations biologiques, grosses molécules, petites molécules. Là, ça devient un petit peu la stratégie fine, mais que les experts savent connaître. Et peut-être, là aussi, l'intelligence artificielle pourra nous aider à dire est-ce que c'est la bonne formule ou pas. Exactement, des ajustements suivant les patients. Tout à fait, exactement. Ouais. Voilà. Bon, le principal, c'est justement de choisir la bonne stratégie thérapeutique pour ne pas laisser évoluer la maladie vers des formes sévères. Donc, plus qu'on traite ces formes sévères tôt, meilleur est le contrôle thérapeutique après. Et bien sûr, comme on fait des successions de traitements, les malades qui ont déjà eu des traitements moléculaires de biologie deviennent un peu moins sensibles aux autres derrière. Et alors, à part ça, si tout ça ne marche pas, on fait un traitement chirurgical. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, il faut faire appel au chirurgien. Donc, là aussi, ce sont des chirurgiens en général très habilités à prendre en charge les myguides. Et il faut traiter le malade en post-opératoire. Et ça, le malade, il l'oublie un petit peu. Après le traitement chirurgical, il faut continuer le traitement, peut-être pas aussi fort qu'avant, mais pour éviter la récidive. Et surtout arrêter de fumer, par exemple. Alors, ce qu'on appelle le rebranchement de l'intestin, du circuit, ça s'appelle l'anastomose. Donc, on peut rattacher l'iléon avec le côlon. Parfois, si c'était possible, on est obligé de rattacher l'iléon à l'anus. Une poche pendant quelques semaines, une stomie. Là aussi, ça fait des progrès extraordinaires. Les peuvent se baigner, faire du ski. Tout le processus éducatif dont on va parler est très important pour que le malade appréhende beaucoup mieux Et alors, la colectomie totale, ça arrive, ça Oui, totale. Ça veut dire qu'on supprime tout Tout. Alors, comment ça se fait alors, le côlon, ça ne sert à pas grand-chose si c'est absorbé de l'eau. Hein. Donc, on a des selles un peu plus fréquentes, c'est tout. Donc, on essaie de boire un peu moins. Ah bon? Quand on va au gain. C'est comme ça il y a quand même des règles alimentaires à suivre. Voilà, c'est ça. Que d'avoir des diarrhées tout le temps, c'est Bien ça. sûr, c'est ça. Ah bon. Et puis, avec des facteurs alimentaires, on arrive quand même à réduire un peu le rythme des selles. On va parler de ça. Dans la prise en charge éducative, on va parler d'alimentation. Oui, d'accord. Mais avant, donc ça on va faire ça la semaine prochaine, mais avant tu pourrais dire, il nous reste quelques minutes là, dire encore un petit mot sur l'évolution qu'on attend avec l'intelligence artificielle. Bon alors, d'abord des remarques générales. Il faut comparer donc cette médecine de l'intelligence artificielle, qui est une médecine de calcul, une médecine algorithmique, avec la médecine que les patients aiment bien quand même, la médecine intuitive, la médecine humaine. Voilà, alors le rôle, quel rôle majeur on peut attribuer dès aujourd'hui à l'intelligence artificielle? C'est d'abord d'analyser les images, par exemple, par l'endoscopie, les images de radio, les images de scanner. Là, elle fait aussi bien que le radiologue. Sauf que même pour les mammographies, tout ça, on sait bien que l'expert, quand même, le médecin, jette un coup d'œil pour savoir si ce que dit l'intelligence... Enfin, oui, parce que des fois, l'intelligence, ça peut avoir des biais. Hein. Tout à fait. Et là, par exemple, pour calculer la gravité d'une maladie intestinale, du côlon, par exemple, l'endoscopiste, il va prendre des images, il va surtout filmer toute sa coloscopie, et l'intelligence artificielle va lui dire, il y a tant de centimètres carrés d'ulcères, de trucs, tout seul avec un œil, tu le fais pas. Donc ça peut faire gagner beaucoup de temps et donner des scores d'activité et de gravité beaucoup plus objectifs. Ça, c'est l'analyse d'image. Ensuite, je crois qu'il peut aider au diagnostic difficile. Et je n'ai pas parlé, je crois, mais il y a un certain nombre de colites qui restent inclassés. C'est-à-dire des malades qui ont un peu de RCH, un peu Crohn, un peu les deux, et on ne sait pas comment les classer. Il en reste à peu près 10-15% aujourd'hui. Et bien, je pense que là aussi, l'intelligence artificielle va nous aider, grâce à, en poulant tout un nombre
ensemble de valeurs à nous dire ça va être un Crohn dans 2 ans ou ça va être une RCH. Donc il y aura de moins en moins de colites inclassées. D'accord. Et le troisième point, c'est l'algorithme thérapeutique. Alors on a vu que le nombre de molécules grandit pratiquement tous les 6 mois. Et donc le médecin se trouve confronté à un choix, parfois très délicat, très subtil. Qu'est-ce que je mets en première ligne? Qu'est-ce que je mets en deuxième ligne? Qu'est-ce que j'associe? Et là aussi, on a déjà en tête nous, des schémas, des diapos avec des flèches, plus, moins, etc. Mais l'algorithme travaillé par une unité, ça doit prendre quelques secondes, alors que nous, en tête, c'est plus compliqué. Quoi. Bien sûr, il faut tenir compte du ressenti du patient aussi. On va en parler de ça. Hein. Maintenant, c'est un dialogue toujours de partage, de thérapeutique. Mais si l'algorithme nous dit c'est plutôt ça qu'il faut faire, on va essayer d'expliquer au patient, il faut commencer par là, je suis désolé, on va commencer par les perfusions, parce qu'on me dit que ce serait mieux que faire comme ça. D'accord, c'est vrai que le patient lui-même, ce que le patient ressent, ce qu'il a à dire sur le sujet, c'est très important. Et sa prise en charge, la stabilité, je dirais, le psychologique et tout, sont très importants. Donc ça, on va en parler dans une 4e émission la semaine prochaine. Voilà, parce que je voulais presque conclure sur Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, parce que si on considère que l'IA, c'est la raison, je crois que la raison ne peut pas tout expliquer en ce qui concerne les Mickey. Et elle ne peut pas notamment résumer le mode de vie et le ressenti d'un patient. Donc c'est ça qu'on va pouvoir aborder la prochaine fois. Et je crois que c'est très général. Donc à la semaine prochaine, Jacques. Merci Sylvie.